Berlin-Est, 2 mois après la chute du mur. Au siège du ministère de la Sécurité d'État, les déchiqueteuses tournent à plein régime. Les agents de la Stasi, la police politique est-allemande, détruisent leurs dossiers. Pendant 40 ans, ils ont espionné, manipulé et emprisonné leur propre peuple afin de permettre au Parti communiste de rester au pouvoir. Mais l'heure des comptes a sonné. Le 15 janvier 1990, les citoyens de la RDA prennent d'assaut le siège de la Stasi. Ils veulent l'empêcher de faire disparaître ses dossiers. Grâce à leur intervention, des centaines de milliers de dossiers personnels, de fiches, de photos et de films sont préservés de la destruction. Parmi ce butin de guerre, 16 000 sacs remplis de 600 millions de bouts de papier, des documents déchiquetés à la main que les agents n'ont pas eu le temps de faire disparaître. Découvrir toute la vérité sur la Stasi et les destins qu'elle a brisés, c'est le défi que l'Allemagne réunifiée s'est lancé. Un travail de titan. En 20 ans, seulement 550 sacs ont été traités et leurs documents reconstitués à la main ou grâce à un logiciel de reconstruction virtuelle plus rapide et plus performant que le cerveau, spécialement conçu par des ingénieurs. Plus de 30 ans après la chute du mur, les anciens agents sortent aussi du silence. Leurs témoignages, confrontés à ceux des victimes, et les révélations issues des archives permettent aujourd'hui de jeter un nouvel éclairage sur la Stasi et la dictature qu'elle a protégée. Les tentaculaires archives de la Stasi font émerger une histoire qui commence avec la guerre froide. « 1949. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, 2 États allemands voient le jour. À l'Ouest, Américains, Anglais et Français valident la création de la République fédérale allemande, la RFA, dotée d'une démocratie parlementaire. À l'Est, dans la zone d'occupation soviétique, Staline met en place la RDA, la République démocratique d'Allemagne, et lui impose la dictature du prolétariat. Wir haben bei den Entwürfen der sozialistischen Stadt die Ratschläge berücksichtigt, die uns Genosse Stalin gab. Dirigé par le SED, le Parti communiste unifié, la RDA est calquée sur le modèle du grand frère soviétique. Comme l'URSS, le régime est-allemand met en place une économie planifiée, collectivise les terres et nationalise les entreprises. Il embrigade aussi ses citoyens dès l'âge de 6 ans dans les organisations du parti, les pionniers et la FDJ, la Freie Deutsche Jugend, les jeunesses socialistes. On dispensait des formations militaires pour enfants dans des camps de scouts. Et quand on divisait les enfants entre bons et méchants pour faire des exercices, les méchants étaient toujours les Berlinois de l'Ouest. Pour les attraper, il fallait crier « Arrête-toi, Berlinois de l'Ouest, sinon je tire ». Karl Hallich a 7 ans quand la RDA est créée. Entre 1949 et 1961, les Allemands peuvent circuler entre Est et Ouest et se rendre à Berlin-Ouest
enclavé au beau milieu de la RDA. Cette porosité déclenche rapidement une rivalité entre les deux systèmes. Quand on allait à Berlin-Ouest, la vie était en couleur. Berlin-Ouest était la vitrine de l'Occident. Il y avait des libertés et des biens de consommation qui nous faisaient rêver à l'Est. C'était très attrayant et en même temps, ça nous montrait que quelque chose ne tournait pas rond à RDA. Was heißt Massensport? Alle sollen mitmachen. Und so turnten dann 400 Einwohner Leipzigs gemeinsam mit Walter Ulbricht. À l'offre séduisante de l'Occident, la RDA n'a que peu de choses à opposer. Le quotidien de ses citoyens, fait de cartes de rationnement, de défilés et de propagande, est loin de rencontrer l'adhésion de la majorité d'entre eux. Les communistes allemands le savent. Pour rester au pouvoir, ils ont besoin d'un appareil de contrôle et de répression. 1950. Un immense building voit le jour dans le quartier de Lichtenberg, non loin du centre de Berlin. C'est le siège du ministère pour la sécurité d'État, la Staatssicherheit, la Stasi. Elle sera le bouclier et l'épée du parti, calqué sur le modèle de la Tchécoslovaquie, l'ancêtre du KGB. Un tchéquiste doit avoir un cœur chaud, une tête froide et les mains propres. Günter Gressler est entré à la Stasi à l'âge de 24 ans. Le parti est toujours bon. C'est lui qui dirige le pays. Le socialisme que nous étions en train de développer devait être protégé par le bouclier. Et l'épée, bien sûr, était là pour punir certaines personnes, pour les emprisonner quand c'était nécessaire. C'est ça d'être l'épée et le bouclier du parti. C'est en 1957, avec la nomination d'Erich Mielke, que la Stasi va connaître son véritable essor. Militant communiste dès son plus jeune âge, Mielke participe au meurtre de 2 policiers en 1931. Pour échapper à la justice, il fuit Berlin pour Moscou où il sera formé dans les écoles du parti dans la pure tradition stalinienne. Mielke interprétait tout à travers une grille marxiste-léniniste très manichéenne. Le bien, le mal, amis, ennemis, nous et eux. Son éthique politique tenait dans un mouchoir de poche. Vorwärts zu neuen Erfolgen im Kampf gegen die Feinde für den zuverlässigen Schutz des Sozialismus und Kommunismus und die Sicherung des Friedens. Mielke connaissait tous ses subordonnés jusqu'en bas de l'échelle hiérarchique. C'était un homme très dangereux. Et il était cynique. Une vie humaine. Mon Dieu, il y en a tellement. Cynique et dogmatique, Erich Mielke est l'homme idéal pour faire de la Stasi un outil de répression et de contrôle. Son obsession, combattre ce qu'il appelle « politisch-ideologische Diversion », diversion politico-idéologique, PID, dans le jargon de la Stasi. On apprenait à toute une génération de socialistes à devenir modestes et enthousiastes. Et tout à coup, vous avez l'oncle de l'Ouest qui arrivait avec sa grosse Mercedes, le coffre rempli d'oranges et de bananes. Et au passage, il montrait aussi des photos de ses dernières vacances en Italie. C'était ça, la diversion idéologique. Cela suscitait plus des envies de consumérisme petit bourgeois que le désir de se plonger dans l'étude de Marx et Engels. Rock'n'roll, blue jean, cheveux longs. Aux yeux de Mielke, toute déviance à la norme socialiste est suspecte, y compris la possession d'une Bible. Et mieux vaut prévenir que guérir.
C'est en vertu de ce principe que depuis son bureau au 2e étage du quartier général, il va mettre en place l'un des plus efficaces services secrets du monde. Avec ses 91 000 employés, soit un agent pour 180 citoyens, la Stasi est loin devant le redoutable KGB. 15 antennes régionales sont disséminées à travers toute l'Allemagne, chacune équipée de sa propre prison. La Stasi dispose même de sa propre armée. Le régiment Dzerzhinsky, fort de 11 000 hommes. Ces agents, surnommés les chevaliers de la Révolution, sont recrutés dans les familles proches du régime et politiquement compatibles. La RDA était ma patrie et j'étais en droit d'être fier qu'on vienne me solliciter pour que je participe à sa construction. On avait de la famille à l'ouest, une tante et ma grand-mère. Je savais comment ça se passait là-bas et mes impressions n'étaient pas forcément positives. Pour moi, l'Allemagne de l'Ouest était un repère d'anciens nazis et ça ne me disait rien de bien. Pour moi, à l'époque, les Allemands de l'Ouest vivaient dans un système capitaliste où ils étaient exploités et opprimés. Nous, jeunes socialistes, on allait les aider à avoir un jour un meilleur système et une meilleure vie. Ils m'ont approché en me disant « Tiens, tu vas faire des études et après on t'embauche chez nous comme sous-lieutenant. » C'était une belle opportunité. J'ai commencé avec un salaire de 1000 marks. En tant qu'ingénieur dans le civil, j'aurais gagné 600 marks. C'était aussi une question d'argent. Il ne faut pas se mentir. Bien payés et jouissant de nombreux privilèges dans un pays soumis à toutes sortes de privations, les officiers de la Stasi font partie de l'élite. Le régime leur réserve des appartements et des magasins spéciaux pour les hauts gradés. C'est une communauté à l'écart du commun des mortels. Par la force des choses, on évoluait dans un environnement où au moins un ou deux de nos amis étaient aussi employés du ministère de la Sécurité d'État. Pour les non-initiés, on employait une formule toute faite en disant « Je travaille au ministère de l'Intérieur ». Mais tout le monde savait à quoi s'en tenir. Tout se fait dans le secret. À Potsdam, près de Berlin, la Stasi a même sa propre université. Son existence a été révélée lors de l'ouverture des archives. À l'université, on nous enseignait qu'en Allemagne de l'Ouest, il y avait un centre secret spécialisé qui conspirait pour préparer des attaques contre la RDA. Die KGU war im offenen Kampf geschlagen. Nun wich sie auf die administrative Diversion aus. So wurden Sabotageaufforderungen verschickt, regierungsamtliche Anweisungen, Bankoperationen und Lebensmittelkarten gefälscht, ohne nennenswerten Erfolg. Denn rund 300 Anschläge, 400 manchmal, dieser Art wurden allmonatlich von uns aufgedeckt. Ja, das habe ich geglaubt. Bien sûr que je l'ai cru. Pourquoi je ne l'aurais pas cru? Paranoïaque, la Stasi envoie ses recrues aussi au-delà des frontières et naturellement chez son rival, la RFA. Ces agents y mènent des actions de sabotage et de désinformation. Les renseignements recueillis sont partagés avec le KGB. À l'aide de films pédagogiques comme celui-ci, ces agents sont formés aux fouilles d'appartements, menées dans les règles de l'art. Der Spezialist öffnete mittels Nachschlüssel das Bundbadschloss um 9:10 Uhr. Da das obere Sicherheitsschloss nicht verschlossen war, verlief der Schließprozess schnell und ohne Komplikationen. Die Mitarbeiter begannen mit der Durchsuchung des Wohnzimmers und fertigten, wie auch in den anderen Zimmern, zuerst Übersichtsaufnahmen mit einer Polaroid-Kamera. Im Schrank auf dem Flur
Ein Romanmanuskript, die Sommerferien, 292 Seiten. Nous avons appris les ficelles du métier, comment mettre les gens sur écoute, comment les interroger, et nous avons appris comment traiter les informateurs. Pour garder ses citoyens sous contrôle, la Stasi va mettre en place un vaste réseau d'espions amateurs recrutés parmi la population. Ils sont appelés Inoffizielle Mitarbeiter, IM, les collaborateurs officieux. Leur processus de recrutement dure en moyenne 9 mois. Il fallait d'abord voir comment se déroulaient les discussions. Jusqu'où la personne était-elle prête à aller? Et c'est seulement après qu'on décidait d'en faire un collaborateur officieux ou non. Beaucoup de gens, surtout dans le secteur économique, ont été volontaires pour devenir IM. Un jour, j'ai recruté un directeur d'entreprise qui avait accepté parce qu'il ne pouvait plus supporter les dysfonctionnements dans sa société. Bénévoles, les IM sont amis, collègues de travail, voire membres de la famille du suspect. Tous signent un engagement avec la Stasi, opèrent sous des noms de code et font des rapports réguliers à leurs officiers de liaison. À l'école, sur le lieu de travail, partout il fallait réfléchir 2 fois avant de dire quoi que ce soit. Et quand on se retrouvait à plusieurs entre amis pour prendre le café et qu'on discutait de politique de manière critique, on pouvait être sûr d'être dénoncé au bout d'un moment. Les problèmes commençaient au moindre écart. Mais la Stasi vous proposait de vous racheter en devenant collaborateur officieux à votre tour. Dans les archives, on reconnaît les dossiers IM à leur couverture orange. La reconstruction des archives a révélé l'existence de recrues au profil troublant. Derrière les noms de code Sternberg et Erwin Mohr se cachent en fait d'anciens SS. Parmi eux, Josef Setnik, un ancien gardien du camp de concentration d'Auschwitz. Une découverte qui met à mal le mythe d'une Allemagne de l'Est antifasciste par opposition à la RFA, accusée d'être plus indulgente avec les anciens nazis. Faisant fi de ses propres principes, la Stasi étend son emprise sur sa population. On ressentait la présence de la Stasi dans la vie de tous les jours. Les gens se faisaient arrêter régulièrement. La Stasi misait sur l'intimidation. Et c'était intentionnel de la part du régime que tout cela se sache. On voulait créer une ambiance de peur. Malgré tous ces efforts, le régime ne parvient pas à enrayer la fuite de sa population. En 1961, 3 millions de citoyens de la RDA sont déjà partis pour l'Ouest. Alors le parti prend une décision radicale. 13th of August 1961, a wall of East German police stands at the Brandenburg Gate. All communication between the eastern sector and those of the west has been cut as though by a knife. Ce 13 août, la RDA ferme les frontières avec son voisin et construit un mur à travers la ville de Berlin qu'elle appellera Antifaschistischer Schutzwall, barrière antifasciste. Je trouvais que c'était une bonne décision. Et je n'étais pas le seul à le penser. Moi, ce qui me gênait, c'était l'attitude des gens vis-à-vis de leur propre pays. Beaucoup de médecins quittaient la RDA et il fallait les en empêcher. Pour sécuriser les frontières, la Stasi vient en renfort de la police et de l'armée. Empêcher les cadres comme les citoyens lambda de fuir la RDA restera sa priorité jusqu'à la fin. Passer à l'Ouest est devenu un crime. Cette nouvelle m'a totalement abattu. Je me suis dit, non, tu ne peux pas continuer à vivre dans ce camp de concentration. Rester en RDA était inimaginable pour moi. J'ai toujours dit que j'étais né en tant qu'être humain et non pas en tant qu'esclave. Manfred a 18 ans quand il décide de s'enfuir à l'Ouest. Son dossier retrouvé dans les archives détaille sur 2000 pages sa descente aux enfers.
la dénonciation par un collaborateur officieux, sa tentative de fuite en voiture et enfin son arrestation sur l'autoroute. Durant sa garde à vue dans une prison de la Stasi, Manfred découvre pour la première fois les méthodes des services secrets. On vous éclairait le visage avec de lampes et on vous hurlait dessus. Springer, vous êtes l'ennemi d'État numéro 1. Un autre officier de la Stasi m'avait dit « Springer, on pensait que vous n'étiez qu'un citoyen ordinaire. Mais maintenant, on sait qui vous êtes en réalité. Un criminel. Vous savez ce qu'on devrait faire avec des types comme vous? On devrait les mettre dans un trou et leur chier dessus jusqu'au cou. » Manfred passe 2 mois dans les geôles de la Stasi avant de comparaître devant un tribunal. Accusé de tentative de fuite et de terrorisme, il est condamné à 4 ans de prison lors d'un procès public destiné à dissuader les candidats à la fuite. Je trouvais ça normal de punir une personne qui viole la loi. Et ça, indépendamment du délit. Quand il est interdit de fuir la République démocratique d'Allemagne, la sanction est justifiée. Moi, je n'ai jamais eu besoin de liberté de voyager. Ni hier, ni aujourd'hui. À l'âge de 18 ans, Manfred est soumis aux travaux forcés dans plusieurs prisons du régime, dans des conditions inhumaines. En prison, je souffrais d'un manque d'oxygène, ce qui a provoqué des graves problèmes de peau. J'étais couvert d'eczéma. Et quand j'ai demandé à voir un médecin, on m'a dit « Vous avez interdiction de vous faire soigner. Vous êtes un ennemi du peuple. Vous êtes contre notre État. Vous êtes pour la politique criminelle de l'Ouest. » On m'a même placé dans une cellule spéciale où on affamait les prisonniers. À midi, tout ce qu'on nous donnait, c'était une soupe à l'eau, avec seulement 36 grains d'orge. Pas 1 gramme de graisse, ni de viande, ni de pommes de terre. Rien. Voilà comment ces porcs de communistes voulaient nous achever. Je n'arrive pas à tirer un trait sur tout ça. Je n'arrive vraiment pas à tirer un trait sur tout ça. Dans les années 50 et 60, violence, enlèvements, meurtres politiques sont destinés à tenir en laisse 16 millions de citoyens. Mais il y a pire. La reconstitution virtuelle a mis au jour les détails d'un plan d'urgence top secret, la directive 167. Il prévoit d'emprisonner et d'isoler en 24 heures 80 000 personnes considérées comme dangereuses par le régime. Tout était prêt. Les lieux d'internement étaient définis à l'avance. Les barbelés posés, les lits préparés. On savait aussi qui allait surveiller ces camps. Et surtout, on avait décidé à l'avance qui étaient les personnes qu'on voulait enfermer. Chacune d'entre elles était fichée. Et on avait même établi les noms des agents chargés de l'arrestation. Dans ces dossiers personnels, le moindre détail est consigné jusqu'à la présence d'une sonnette à la porte d'entrée. Réactualisée tous les ans, la directive 167 est l'arme absolue de la Stasi. En cas de crise, elle doit protéger le parti de son propre peuple. Wenn heute unsere Arbeit als erfolgreich eingeschätzt wurde, so ist das in erster Linie Ausdruck dafür, alles in unseren Kräften Stehende zu tun, die Deutsche Demokratische Republik gegen alle Anschläge
und Machenschaften unserer Feinde jederzeit zuverlässig zu schützen. Récompensé pour ses services, le patron de la Stasi gravit les échelons et devient membre du Politburo, la plus haute instance politique du pays. En 1971, le nouveau secrétaire du Parti communiste s'appelle Erich Honecker. L'atmosphère entre Est et Ouest est à la détente. Les deux blocs ennemis se rapprochent. Au sein de la Stasi, c'est la panique. Pour Mielke, la détente était une sorte de contre-révolution en charentaise, c'est-à-dire une méthode particulièrement perfide pour ramollir le socialisme. Il a fallu l'intervention des dirigeants soviétiques et du KGB pour que Mielke accepte la politique de la détente. Si la RDA décide de jouer le jeu de la détente, c'est pour des raisons économiques. En manque de devises, Erich Honecker demande des crédits à Helmut Schmidt, son homologue ouest-allemand. En contrepartie, le régime doit faciliter plus d'échanges entre les deux Allemagnes et autoriser l'accès de la RDA aux journalistes ouest-allemands. Pour masquer les violations des droits de l'homme dont elle se rend coupable, la Stasi doit changer de méthode. C'est dans ce contexte que Tatiana Sternberg, une jeune employée d'un hôtel berlinois, tombe amoureuse d'Antonio, un Italien installé à Berlin-Ouest. Le couple décide de se marier, mais Antonio ne veut pas vivre à l'Est. Tatiana fait alors une demande officielle pour quitter la RDA. Mais elle essuie un refus. Ça nous a tellement frustrés que j'ai fini par lâcher une remarque du style « Eh bien, il va falloir qu'on trouve d'autres moyens. » Ça a suffi pour que la Stasi soit avertie. Plus tard, j'ai découvert dans mon dossier que c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à nous observer, jour et nuit. Le cas de la petite employée d'hôtel, soupçonnée de tentative de fuite, devient ce que la Stasi appelle « Operativer Vorgang », une opération d'observation. Récupéré dans les archives, son dossier révèle les étapes d'une surveillance acharnée. Voici des photos d'observation prises devant chez moi. On était en train de transporter des meubles. Ils ont pris en photo tous les gens qui nous ont aidés et même les objets que nous avons transportés. Dans un rapport sur moi, j'ai lu la personne observée vient de payer 32 marks et 33 Pfennig de factures d'électricité. Ça veut dire que des gens de la Stasi ou leurs informateurs étaient juste derrière moi dans la queue quand j'ai payé ma facture. Plus tard, il y avait des phases où les agents se postaient de manière à ce que je les voie, pour me faire peur, mais aussi pour montrer qu'ils m'avaient à l'œil. Les photos sont prises grâce à des appareils dissimulés. Les courriers ouverts à l'aide de machines créées spécialement à cet effet. Au sein du ministère, tout un département est chargé de développer des moyens techniques pour combattre les ennemis du peuple. Personne ne parle du secteur de technologie opérative. C'est très peu connu, mais c'était très important. Ces employés ont développé des technologies de mise sur écoute. Des détecteurs infrarouges qu'on pouvait installer dans une Trabant. Compte tenu des moyens en RDA, on peut dire qu'ils étaient vraiment divins. Géniaux. À la technologie s'ajoute aussi le réseau d'IM. Dans son dossier,
Tatiana découvre qu'elle a été surveillée par 12 personnes de son entourage, et en particulier par un collègue de son hôtel. J'ai découvert dans mon dossier qu'il avait fait un plan de mon appartement. Il racontait à la Stasi qui je voyais, quand et où, qui me raccompagnait à la maison, même des choses de mon quotidien tout à fait banales. Cette persécution, tantôt visible, tantôt invisible, m'a mise dans un état de stress permanent. À l'hôtel où je travaillais, j'ai été mutée dans un autre service, reléguée à la plonge. Je me suis fait sermonner par la direction comme lors d'un procès. Toute cette pression psychologique m'a fait beaucoup souffrir. J'étais enceinte à l'époque et j'ai perdu mon enfant. Le plan dessiné par son collègue servira à la Stasi pour procéder à l'arrestation de Tatiana. Condamnée à 3 années de prison pour projet de fuite, elle est libérée en 1976 et parvient à passer à l'Ouest. Elle y retrouve Antonio et se marie avec lui à Naples. Leur mariage ne tiendra pas. La Stasi a brisé leur vie. C'est là que j'ai compris que ce régime et son bras droit, la Stasi, détestaient ses propres citoyens, simplement parce qu'ils voulaient vivre ailleurs, parce qu'ils voulaient s'exprimer librement et qu'ils exigeaient la liberté. L'arbitraire, les violations des droits de l'homme, je dirais que ce sont des notions toutes relatives qu'il faut manier avec précaution. C'est quoi les droits de l'homme? Pour moi, c'est le droit d'avoir à manger, d'avoir un toit au-dessus de la tête, d'avoir une sécurité sociale. La liberté d'opinion, la liberté de voyager sont des choses importantes. Et on peut dire que ça a été mal géré en RDA. Mais le ministère de la Sécurité d'État n'a pas fait ces choses parce qu'on les trouvait super. On les a faites parce que le parti nous les a demandées. Die Partei, die hat immer recht und Genossen, es bleiben dabei. Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer recht gegen Lüge und Ausbeuterei. Au milieu des années 70, encouragés par les promesses de détente politique, les premiers mouvements de dissidence voient le jour en RDA. Notamment dans la ville universitaire de Jena, où Siegfried Reiprich étudie l'histoire. Malgré ses cheveux longs et sa passion pour le rock, c'est un pur produit du régime. Pionnier à l'âge de 6 ans, Siegfried est devenu responsable de la section Agitprop, agitation et propagande chez les étudiants socialistes. Mais en RDA, il suffit d'un faux pas pour éveiller les soupçons. Je faisais partie d'un cercle de littérature et de poésie du parti. On organisait des séminaires locaux et un jour, un de mes amis est monté sur scène pour chanter une chanson d'enfant de Wolf Biermann. Ça a fait un scandale, parce qu'en RDA, Biermann était un ennemi du peuple. Critique du régime, Wolf Biermann est l'un des rares artistes à se produire en Allemagne de l'Ouest. Sa popularité en Occident le protège, mais aux yeux du régime, c'est un ennemi dangereux. Der Stacheldraht wächst langsam ein, tief in die Haut, in Brust und Bein, ins Hirn, in graue Zellen. Umgürtet mit dem Drahtverband ist unser Land ein Inselland, umbrandet von bleiernen Wellen.
Dans la même nuit, on a été interrogés par la Stasi. Ils savaient qu'on était issus de familles fidèles au régime et ils nous ont mis la pression pour qu'on prenne officiellement nos distances avec Birman. Et là, pour la première fois, j'ai dit ce que je pensais vraiment. Qu'est-ce qu'ils me voulaient? Me fusiller? Staline était mort depuis longtemps. Je n'ai jamais compris à l'époque pourquoi les gens salissaient l'image de leur pays en le critiquant à l'Ouest. C'était quelque chose que je ne supportais pas. Lors de cet interrogatoire, la Stasi propose à Siegfried de devenir collaborateur officieux. Et quand il refuse, la sanction ne se fait pas attendre. À l'âge de 21 ans, Siegfried est renvoyé de l'université. C'était ma mort professionnelle. Je n'étais pas dans un état de droit. Je ne pouvais pas quitter la RDA ni prendre un avocat pour contester cette décision. Je suis devenu ouvrier. J'étais tout en bas de l'échelle sociale. Je faisais les pires boulots. Vous voulez savoir ce que j'en ai pensé? Il aurait mieux fait d'aller en cours, celui-là. Pour moi, leur comportement était inacceptable. Je dirais que chacun est responsable de son destin. Il faut assumer les conséquences de ses actes. Comme Siegfried, ils sont beaucoup à être déclassés socialement et parqués dans des voies de garage pour s'être opposés à la ligne du Parti communiste. Une partie du ministère, surtout les agents du contre-espionnage, avait compris que ce n'étaient pas des ennemis au sens strict du terme. Mais Mielke s'en fichait. Pour lui, ils étaient contre les décisions du parti. C'étaient des ennemis, des adversaires idéologiques. L'ancien pionnier et militant socialiste devient alors un objet de surveillance pour les services secrets. Les 3000 pages de son dossier retrouvé révèlent l'importance que lui accorde la Stasi. Son courrier est ouvert systématiquement. Des collaborateurs officieux rapportent ses moindres faits et gestes à leurs officiers de liaison. Mais la Stasi ne se contente pas de rassembler des informations sur Siegfried et sa femme. Elle va faire pression sur le couple par des manœuvres particulièrement perfides. Quand on rentrait chez nous, on sentait tout de suite que quelqu'un était venu. La porte était ouverte, la lumière allumée et la radio jouait. Ça s'est passé plusieurs fois. Ma femme se lavait dans une petite pièce qui donnait sur un jardin. Et là, elle voyait régulièrement un type, habillé en jogger, qui l'épiait, caché derrière un buisson. Tout ça, on peut le voir dans notre dossier de la Stasi. Je n'invente rien. Le couple est victime de ce que la Stasi appelle « Zersetzung », la décomposition psychologique. Une méthode de torture sournoise, élevée par les services secrets au rang d'une science. On prend les principes de la psychologie, une science censée contribuer au développement personnel d'un individu, et on les retourne pour obtenir le contraire, c'est-à-dire la destruction de la personnalité. Les techniques de la décomposition psychologique sont enseignées à l'université de la Stasi. Cette discipline y a même sa propre chaire. La reconstitution des archives a fait surgir des thèses rédigées par des officiers doctorants. Les agents les utilisent pour élaborer des manœuvres de déstabilisation. Il y a des exemples très célèbres. Des officiers de la Stasi s'introduisaient dans les appartements, changeaient certains objets de place ou volaient uniquement les torchons de couleur en laissant les autres. Et bien sûr, vous passez pour un fou si vous racontez à un psychiatre que des gens s'introduisent chez vous pour voler vos torchons. Le but, c'était bien sûr de discréditer les individus
au sein de leur groupe, quand ils racontaient que des gens s'étaient introduits chez eux pour déplacer des torchons, on les prenait forcément pour des fous. Une autre méthode consistait à faire déposer tous les jours une livraison de charbon chez quelqu'un qui avait un chauffage central. Le but était de perturber le quotidien de l'individu ciblé, de l'occuper, pour qu'il n'ait plus la force de se consacrer à ses activités dissidentes. Cette méthode imperceptible ne remplacera pas la manière forte. À Iéna, les agents de la Stasi passent à l'offensive et procèdent aux arrestations des dissidents. À sa surprise, Siegfried est épargné. La Stasi a d'autres projets pour lui. Il doit devenir la pièce maîtresse d'une machination destinée à briser l'unité de son groupe. Mon ami Jürgen Fuchs était incarcéré à Hohenschönhausen, la prison centrale de la Stasi à Berlin. Là-bas, on lui a montré des documents écrits de ma main en lui disant que j'étais dans la cellule voisine et que j'étais en train de passer aux aveux, que je coopérais avec eux. Ensuite, la Stasi a diffusé tout un tas de rumeurs sur moi. Il disait que j'avais été retourné en prison et que j'étais devenu collaborateur officieux. J'étais coincé. C'était une époque vraiment très sombre. En 1981, Siegfried et sa femme sont déchus de leur nationalité est-allemande et expulsés à l'Ouest. Une méthode fréquemment employée par le régime pour se débarrasser des éléments réfractaires. En exil, Siegfried tente de renouer avec ses amis, mais les rumeurs diffusées par la Stasi ont empoisonné leurs relations. Siegfried se retrouve isolé. C'est seulement 10 ans plus tard, grâce à son dossier retrouvé dans les archives, que son nom sera lavé de tout soupçon. Décomposition psychologique, surveillance, arrestation. Dans les années 80, le système de répression est à son apogée. L'obsession de contrôle de la Stasi fait aussi grossir les archives de manière exponentielle. 1/6 des agents du ministère est occupé à gérer 41 millions de fiches. Aujourd'hui, nous avons des fiches sur les gens qui sont passés devant une caserne soviétique. Il y a des fiches qui contiennent des plaques d'immatriculation des voitures occidentales. On aurait presque pitié du tchéquiste qui passait son temps à noter tous ces chiffres. Vers la fin, 60% des dossiers constitués sur des citoyens de la RDA ne contenaient aucun élément incriminant. C'étaient des dossiers de contrôle purement préventifs sur des gens qui n'avaient absolument rien à se reprocher. La Stasi étend aussi son réseau d'IM, de collaborateurs officieux. Avec 189 000 personnes, il est devenu 2 fois plus important que le nombre d'agents. Parmi eux, il y a même des mineurs, dont Angela Marquardt. Fille de parents qui sont IM tous les deux, c'est une proie facile. J'ai grandi sur les genoux de ces gens. J'étais une enfant quand ils sont entrés dans ma vie. Je les ai trouvés sympathiques. Ils s'intéressaient à moi, à mon école, à mes activités sportives, mais ils avaient de bonnes raisons pour être gentils avec moi. À l'âge de 15 ans, encouragée par ses parents, Angela signe la déclaration d'engagement avec la Stasi. Son nom de code, Catherine Brandt. Ils m'ont interrogée sur mes copains de classe, par exemple Silke et David. Aujourd'hui, je sais que la mère de Silke avait fait une demande pour quitter la RDA, chose que j'ignorais à l'époque. Aujourd'hui, je comprends bien sûr pourquoi ils s'intéressaient à elle. Ils ont aussi testé jusqu'où ils pouvaient aller avec moi.
Je me souviens que mes parents m'avaient demandé d'écrire un rapport sur David. Je n'en suis pas fière. On m'avait dit de le faire et je l'ai fait. Si la Stasi teste Angela, c'est parce qu'elle prépare la relève. À sa majorité, la jeune fille est destinée à infiltrer les milieux religieux. Une découverte qu'elle a faite grâce à l'ouverture des archives. La Stasi avait planifié ma vie jusqu'en 1995. Ma trajectoire était déjà tracée. Je devais rejoindre un groupe religieux. Dans mon dossier, il était écrit qu'ensuite j'allais faire des études de théologie. Et une fois les études terminées, je serais opérationnelle. Les archives ont révélé qu'ils étaient 1300 mineurs recrutés dans les cours d'école. Le plus jeune d'entre eux avait 12 ans. Mais au moment où Angela signe son engagement avec la Stasi, un véritable séisme politique se produit. Le 11 mars 1985, à Moscou, Mikhaïl Gorbatchev est nommé secrétaire général du parti. Conscient des énormes difficultés économiques et politiques du monde communiste, Gorbatchev lance des réformes. Dans le bloc de l'Est, ces projets enclenchent une véritable gorbimania qui ne reste pas sans effet, même sur les agents de la Stasi. J'étais un admirateur inconditionnel de sa politique. J'ai lu tout ce qu'il a écrit. Je me suis même procuré ses textes de manière illégale. Je l'admirais parce qu'il donnait l'impression que des changements étaient possibles. Pour être honnête avec vous, Gorbatchev, j'en ai pensé du bien, pendant un quart de seconde, pas plus. Je savais très bien que c'était en réalité le liquidateur du système. Ça m'a rendu triste parce que j'ai su que c'était le début de la fin. Encouragé par ce vent de liberté qui souffle du côté de Moscou, une opposition populaire commence à émerger en Allemagne de l'Est. À partir de 1989, des manifestations pacifiques sont organisées un peu partout dans le pays. La Stasi est là pour filmer et pour arrêter des gens. Mais ces manœuvres d'intimidation sont de moins en moins efficaces. C'est dans cette ambiance délétère que la RDA fête ses 40 ans le 7 octobre 1989, en présence de Mikhaïl Gorbatchev. Sur ces images officielles, tout le monde a le sourire. Pourtant, à l'écart des festivités, devant les caméras de la Stasi, les rangs des manifestants grossissent. Gâcher l'anniversaire de la RDA, c'est l'ultime affront. Le lendemain, au ministère de la Sécurité d'État, l'heure est grave. Pour Mielke, il est temps de sortir son arme secrète, la directive 167, mise en place depuis les années 60. Le chef de la Stasi obtient même le soutien d'Honecker. Mais face à ses pères et ses mères qui déambulent tranquillement avec leurs enfants, la directive 167 se dégonfle comme une baudruche. Vaincu pacifiquement par son peuple, le parti renonce à la violence. Devenue impuissante, la Stasi se contente de noter les slogans dont la majorité la met en cause. Conscient que le vent a tourné, certains de ces départements détruisent déjà leurs archives les plus compromettantes. Ce soir-là, la barrière antifasciste si strictement gardée par la Stasi cède. Mieux encore, c'est un de ces agents qui, face à la foule, n'a d'autre choix que d'ouvrir le premier checkpoint à la Bornholmer Straße.
On était tous pétrifiés de peur, assis dans le noir, dans nos bureaux, les rideaux tirés, en espérant qu'il ne nous arrive rien. Je l'ai vu à la télé. C'était une époque où les émotions étaient très fortes. On se demandait ce qu'on allait devenir. Que vous dire? C'était la cerise sur le gâteau de la catastrophe. J'étais triste, très triste. Les gens avaient changé du jour au lendemain. Ils ont été manipulés par l'argent. Moi, je ne suis jamais allé chercher les 100 marques de bienvenue que la RFA distribue à tout le monde. J'aurais préféré me couper la main. Si la réunification n'en est encore qu'au stade de projet, il devient vite évident que sans parti communiste à protéger, les services secrets est-allemands n'ont aucune raison d'exister. Le 30 juin 1990, la Stasi est tout simplement dissoute après 40 années de bons et loyaux services. Quand la Stasi a été dissoute, il a fallu se présenter au bureau pour la dernière fois. On devait rendre notre arme de service, notre équipement, les clés. Tout le monde a reçu une prime de 8000 Ostmark qu'il fallait changer en marque de l'Ouest et on pouvait tirer le rideau. Ironie du sort, omniprésente et omnipuissante, la Stasi avait tout prévu, sauf sa propre chute et celle du régime qu'elle protégeait.